Ma sœur jalouse m'a laissée pour morte dans les escaliers pour hériter de l'appartement parisien de notre grand-père. Nos parents l'ont défendu, mais ils ignoraient un détail, la caméra de surveillance a tout enregistré, et ce n'était que le début de leur secret. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Le cliquetis découvert en argent contre la porcelaine de Limoges était le seul son qui osait s'élever au-dessus du silence pesant de notre déjeuner dominical. Dehors, Paris baignait dans une douce lumière d'avril, mais à l'intérieur de notre grand appartement haussmannien du 16e arrondissement, l'air était glacial. Nous étions censés célébrer. Célébrer quoi, au juste? Le dernier bonus mirobolant de ma sœur, Amandine. Une autre réussite à ajouter à sa longue liste, une autre occasion pour mes parents, Jean-Pierre et Isabelle, de la couvrir d'éloges. Amandine, ma chérie, ton père et moi sommes si fiers, roucoulait ma mère, ses yeux brillants d'une admiration sans borne. Une femme de ta trempe, dans un monde d'hommes. C'est exceptionnel. Mon père hochait la tête, un sourire satisfait aux lèvres. Elle a hérité de mon sens des affaires. Le talent, ça ne se perd pas. Assise en face d'eux, je me sentais invisible, une tache de couleur dissonante dans un tableau parfaitement composé. Moi, Chloé, 23 ans, étudiante aux Beaux-Arts. Mon monde de toile, de térébenthine et de rêve n'avait pas sa place ici, dans ce sanctuaire dédié au succès matériel. Chaque fois que leur regard se posait sur moi, c'était avec une pointe de déception à peine voilée. Et toi, Chloé, toujours avec tes peintures, demanda ma mère, le mot peinture, prononcé comme s'il s'agissait d'une maladie honteuse. J'espère que tu penses un peu à ton avenir. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Je me contentais de piquer un haricot vert avec ma fourchette. Je prépare une exposition, maman. C'est un bon début. Un début, répéta mon père d'un ton sceptique. Amandine, à ton âge, gérait déjà un portefeuille de plusieurs millions. Amandine savourait. À 28 ans, elle était tout ce que je n'étais pas, grande, blonde, impeccablement vêtue, avec une confiance en elle qui frôlait l'arrogance. Elle posa sa main sur la mienne, un geste qui se voulait réconfortant mais qui me glaça le sang. Ne t'en fais pas, petite sœur. Tout le monde ne peut pas être un requin de la finance. Il faut bien des artistes pour décorer nos appartements. Le mépris était si flagrant que j'en eus la nausée. Mais la véritable source de la tension qui flottait dans l'air n'était pas seulement mon choix de carrière. C'était l'appel. L'appel que nous avions reçu la veille de Maître Durand, le notaire. 6 mois après le décès de notre grand-père Marcel, son testament allait enfin être exécuté. Et le clou de la succession, l'appartement où il avait vécu toute sa vie, un magnifique 200 mètres carrés avec vue sur le bois de Boulogne, estimé à plus de 2 millions d'euros, ne revenait pas à sa petite-fille préférée, la brillante Amandine. Il me revenait à moi. La nouvelle était tombée comme une bombe. Mes parents étaient abasourdis. Amandine, après un instant de stupeur, avait composé un masque de noble indifférence. C'est surprenant, avait-elle simplement dit. Papy était parfois si sentimental. Mais je connaissais ma sœur. Derrière ce masque se cachait une fureur volcanique. Et aujourd'hui, durant tout le repas, je sentais son regard peser sur moi, analysant, calculant. Le dessert fut servi. Une charlotte aux fraises, mon dessert préféré. Une attention qui, venant de ma mère, ressemblait plus à une tentative de manipulation qu'à un geste d'affection. Alors que les derniers invités de mes parents, un couple d'amis aussi riches et ennuyeux qu'eux, se préparaient à partir, Amandine se leva. J'ai une migraine épouvantable, annonça-t-elle en se massant les tempes. Chloé, tu veux bien venir avec moi chercher de l'aspirine dans la salle de bain du fond? On pourra parler un peu, toutes les deux. Son ton était doux, presque suppliant. Mes parents hochèrent la tête, approuvant cette démonstration de sororité. Mais moi, je savais. Ce n'était pas une invitation. C'était une convocation. Je la suivis hors de la salle à manger, mon cœur battant à tout rompre. Au lieu de tourner vers le couloir principal, elle se dirigea vers une petite porte discrète, près de la cuisine. La porte de l'escalier de service.
On sera plus tranquille ici, murmura-t-elle en ouvrant la porte. L'air frais et humide de la cage d'escalier me frappa le visage. Le vernis venait de craquer. Le vrai spectacle allait commencer. La porte se referma derrière nous dans un claquement sec, nous isolant du reste de l'appartement. Le son feutré des conversations disparut, remplacé par l'écho froid de nos pas sur le marbre. L'escalier de service, bien que rarement utilisé, était une merveille d'architecture ancienne, avec sa rampe en fer forgé noir qui serpentait sur 6 étages. C'était un lieu froid, impersonnel, un gouffre de silence au cœur de l'opulence parisienne. Amandine ne descendit pas. Elle se posta juste devant moi, en haut de la première volée de marche, me barrant le passage. La lumière blafarde qui filtrait d'une petite lucarne sculptait son visage, effaçant toute trace de douceur. Ses yeux, d'un bleu acier, me fixaient avec une intensité terrifiante. Le masque de la sœur aimante était tombé, révélant la créature hideuse qui se cachait dessous. « Alors, on est contente, siffla-t-elle, sa voix basse et chargée de venin. Tu l'as bien eu, ton appartement. Tu as dû bien pleurnicher auprès de papy pour qu'il te donne son trésor. » Je reculai d'un pas, mon dos heurtant le mur froid. Je n'ai rien fait, Amandine. Je ne savais même pas. Ne me prends pas pour une idiote, cracha-t-elle, faisant un pas vers moi. Tu as toujours été comme ça. La petite chose fragile, la pauvre artiste incomprise. Tu joues la victime pour que tout le monde s'apitoie sur ton sort. Et ça a marché, hein? Tu as réussi à le manipuler jusqu'au bout. Chaque mot était une gifle. C'était le même discours qu'elle me servait depuis l'enfance, la même rengaine pour justifier sa propre cruauté. C'est faux, réussis-je à articuler, ma gorge nouée. Papy et moi, on était proches, c'est tout. On parlait d'art, de livres. D'art? Elle éclata d'un rire sec et méprisant. Tu appelles ça de l'art, tes gribouillages? Tu n'es qu'une parasite, Chloé. Une sangsue. Tu vis au crochet de papa et maman en attendant de toucher le gros lot. Et maintenant, tu l'as. 2 millions d'euros qui auraient dû me revenir. À moi, qui travaille. À moi, qui le mérite. Elle était si près que je pouvais sentir son parfum capiteux se mêler à l'odeur de pierre froide de l'escalier. Je voulais fuir, remonter, retourner à la sécurité relative du salon. Je fis un pas de côté pour la contourner. Laisse-moi passer. Sa main jaillit et agrippa mon bras avec une force surprenante. Ses ongles s'enfoncèrent dans ma peau. Tu ne vas nulle part. On n'a pas fini de discuter. Tu vas appeler ce foutu notaire et tu vas renoncer à cet héritage. Tu vas dire que c'était une erreur, que tu n'en veux pas. C'est clair? Je la regardai, abasourdie par son audace. La peur commençait à céder la place à une colère sourde. Jamais. C'est la volonté de grand-père. Ses yeux se plissèrent. Une lueur folle y dansa un instant. La volonté de grand-père. Répéta-t-elle lentement. Puis, son visage se tordit dans un rictus de haine pure. Alors tu vas voir ce que ça coûte de me défier. Tout se passa en une fraction de seconde. Je n'eus pas le temps de réagir, pas le temps de crier. Elle ne me poussa pas simplement. C'était plus calculé, plus vicieux. Elle me saisit par les 2 épaules, me fit pivoter violemment vers le vide de l'escalier et, d'un coup de jambe sec derrière mes genoux, elle me faucha. Mon corps bascula en avant. Un cri étranglé s'échappa de ma gorge. Il n'y avait plus de sol sous mes pieds, seulement le vide. Ma main tenta désespérément de s'accrocher à la rampe en fer forgé, mais mes doigts glissèrent sur le métal froid. Et puis ce fut la chute. Le monde devint un tourbillon de marbre blanc et de fer noir. Le premier impact fut sur mon épaule, un craquement sinistre qui résonna dans tout mon être. Ma tête heurta une marche, et une lumière blanche et aveuglante explosa derrière mes yeux. Je dévalai la première volée, mon corps désarticulé heurtant chaque arête tranchante. La douleur était une vague rouge et brûlante qui submergeait tout. Un bruit sourd lorsque mon poignet se plia dans un angle impossible en essayant d'amortir le choc. Mes côtes semblaient s'enfoncer dans mes poumons. Je continuai ma course folle sur la 2e volée, puis la 3e, chaque impact me volant un peu plus de conscience. Le bruit de mon propre corps heurtant la pierre était obscène, irréel.
Finalement, je m'immobilisai, en boule, au pied de la 3e volée d'escalier. Tout était silence, un silence cotonneux et lointain. Le sang avait un goût de métal dans ma bouche. La douleur était partout, une symphonie assourdissante. À travers un voile brumeux, je levai les yeux. Tout en haut, Amandine me regardait. Sur son visage, pendant une seconde insoutenable, je ne vis ni panique, ni regret. Je vis du triomphe. Puis, comme une actrice entrant en scène, son expression changea. Son visage se décomposa en un masque de terreur et de désespoir. Et j'entendis son cri perçant déchirer le silence. Un cri parfaitement joué. Le cri d'Amandine était une œuvre d'art. Un mélange calibré de panique, d'horreur et d'impuissance qui aurait pu lui valoir un Molière. Il dévala l'escalier, bien plus vite que mon corps ne l'avait fait, et alla frapper contre les portes de notre vie bien ordonnée. Maman. Papa. Au secours. J'étais allongée sur le sol froid, une poupée de chiffon disloquée. Chaque respiration était une lame de couteau dans ma poitrine. Je voulais parler, hurler la vérité, mais seul un gargouillis sanglant sortit de ma bouche. Le monde oscillait, les contours des murs se déformant comme dans un mauvais rêve. J'entendis des bruits de pas précipités, la porte de l'escalier qui s'ouvrait à la volée. Mes parents apparurent, leurs visages déformés par l'inquiétude. Mais leurs yeux ne me virent pas tout de suite. Ils virent Amandine, qui se précipitait vers eux, les larmes coulant à flots sur ses joues. C'est horrible, sanglota-t-elle en se jetant dans les bras de ma mère. Chloé, elle a trébuché, elle a dévalé les escaliers. J'ai essayé de la rattraper, je n'ai pas pu. J'ai tendu la main, mais c'était trop tard. Ma mère la serra contre elle, lui caressant les cheveux. Ma chérie, mon trésor, calme-toi. Ce n'est pas ta faute. Tu as dû avoir une peur bleue. Elle lança un regard furieux en ma direction, comme si ma simple présence, brisée sur le sol, était une agression personnelle envers sa fille aînée. Mon père, enfin, s'approcha de moi. Il s'agenouilla, mais garda ses distances, comme s'il avait peur de se tacher. Son visage n'exprimait pas de la compassion, mais un agacement profond. « Chloé, mais qu'est-ce que tu as encore fait ?» Sa voix était dure, accusatrice. « On ne peut donc jamais être tranquille ? Courir dans un escalier à ton âge, c'est d'une stupidité sans nom. » J'essayai de secouer la tête. Un filet de sang coula du coin de ma lèvre. Je rassemblai le peu de souffle qu'il me restait. « C'est elle ?» murmurai-je, mon regard fixé sur Amandine qui continuait sa performance dans les bras de notre mère. Elle m'a poussé. Le silence qui suivit fut bref et glacial. Amandine poussa un cri d'indignation outré. « Comment peux-tu dire une chose pareille ? C'est monstrueux. Je t'ai vu tomber, j'ai crié, j'ai voulu t'aider. Et c'est comme ça que tu me remercies ? En m'accusant ? » Ma mère foudroya du regard mon corps inerte. « Ça suffit, Chloé. Ton accusation est abjecte. Ta sœur est en état de choc, et toi, tu trouves le moyen de la rendre responsable. C'est de la pure méchanceté. » Mon père se releva, le visage fermé. Elle est probablement confuse à cause du choc. On va appeler le SAMU. Personne ne m'a touché. Personne n'a essayé de me réconforter. J'étais la coupable, la source du dérangement, la pièce défectueuse dans la mécanique familiale parfaite. C'est alors qu'une autre porte s'ouvrit doucement. C'était celle de la loge de la concierge, au rez-de-chaussée. Madame Rossi apparut sur son seuil. C'était une petite femme corse, la soixantaine, qui gardait l'immeuble depuis ma naissance. Elle avait un visage buriné par le temps et des yeux noirs, vifs, qui ne manquaient jamais un détail. Elle ne dit rien. Elle se contenta de nous regarder, sa main posée sur le chambranle de sa porte. Elle regarda mon corps brisé, le visage en larmes d'Amandine, les mines scandalisées de mes parents. Son regard était impénétrable, mais je sentis, l'espace d'un instant, qu'elle voyait clair. Elle était un témoin silencieux, une caméra humaine qui enregistrait la scène dans sa totalité. Mon père sortit son téléphone pour appeler les secours. Le son de sa voix, soudainement calme et autoritaire au téléphone, contrastait de manière grotesque avec la scène. Il donnait notre adresse, décrivait un accident domestique, minimisant la situation.
Pendant ce temps, Amandine, toujours en pleurs, ajoutait des détails à son histoire. Elle était si bizarre, distante pendant tout le repas. Je crois qu'elle était contrariée à cause de l'héritage. Peut-être qu'elle ne regardait pas où elle mettait les pieds. Elle plantait les graines du doute, construisant sa défense brique par brique, sur les ruines de mon corps. J'ai fermé les yeux. La douleur physique était immense, mais la douleur de la trahison était infiniment pire. J'étais seule. Complètement, absolument seule, au milieu de ma propre famille. Lorsque les sirènes se sont fait entendre au loin, ce n'était pas le son du secours qui arrivait. C'était le son de ma vie d'avant qui se brisait en 1000 morceaux. Le trajet en ambulance fut un cauchemar flou de gyrophares, de visages inconnus et de questions auxquelles je ne pouvais répondre. Chaque secousse du véhicule envoyait des décharges électriques le long de ma colonne vertébrale. Aux urgences de l'hôpital Cochin, le chaos organisé m'enveloppa. On me transféra sur un brancard, on me découpa mes vêtements, on me piqua, on me palpa. Les lumières crues du plafond défilaient au-dessus de moi comme des étoiles froides et indifférentes. Le diagnostic tomba rapidement, brutalement, 2 côtes cassées, le poignet gauche fracturé en 3 endroits, un traumatisme crânien léger et des contusions si nombreuses que mon corps ressemblait à une carte géographique de la douleur. Pendant qu'on m'installait dans un box, j'entendais les voix de mes parents dans le couloir, discutant avec le personnel médical. Ils répétaient la même version, une chute accidentelle, une étourderie. Amandine, qui avait insisté pour venir, jouait toujours son rôle de sœur traumatisée, sa voix brisée par des sanglots intermittents. C'est alors qu'une femme entra dans mon box. Elle était grande, la quarantaine, avec des cheveux auburn tirés en un chignon strict et des yeux verts perçants qui semblaient tout voir. Sa blouse portait une étiquette, docteur. Hélène Dubois, médecin urgentiste. Elle consulta mon dossier, puis ses yeux se posèrent sur moi. Contrairement aux autres, son regard n'était pas seulement professionnel. Il y avait une lueur d'interrogation, une intensité qui me fit frissonner. « Bonjour Chloé », dit-elle d'une voix calme mais ferme. « Je suis le docteur Dubois. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ?» Je secouai la tête, les larmes me montant aux yeux. « Ils ne me croiront pas. »« Essayez avec moi », insista-t-elle doucement. Je lui racontai tout, d'une voix faible et hachée. La dispute, les insultes, la poussée délibérée. Elle écouta sans m'interrompre, son expression ne changeant pas. Quand j'eus fini, elle resta silencieuse un instant, puis elle examina à nouveau mes blessures, les radios accrochées au mur. « Les contusions sur vos épaules, dit-elle pensivement. Elles sont symétriques. Comme si on vous avait empoigné fermement. Et la nature de la fracture du poignet, ce n'est pas typique d'une simple chute où l'on essaie de se rattraper. C'est une fracture d'impact, comme si votre main avait été projetée contre quelque chose. Votre histoire est cohérente avec les preuves médicales. Pour la première fois depuis l'agression, quelqu'un me croyait. Une vague de soulagement si intense me submergea que je me mis à sangloter. C'est à ce moment-là que je pris une décision. La peur était toujours là, mais elle était maintenant doublée d'une nouvelle détermination. Je ne serai plus la victime silencieuse. « Docteur », dis-je entre 2 sanglots, « j'ai besoin de quelque chose. Un carnet et un stylo. S'il vous plaît. » Intriguée, elle me les apporta. Malgré la douleur fulgurante dans mon poignet valide, je commençai à dessiner. Avec des traits tremblants, je fis un croquis de la cage d'escalier. Je marquai d'une croix l'endroit où nous nous tenions, Amandine et moi. Je dessinai des flèches pour indiquer le mouvement de son corps, la façon dont elle m'avait fauché. C'était mon instinct d'artiste qui prenait le dessus, mon besoin de capturer la vérité visuellement. Puis, avec mon téléphone, j'ouvris une application de notes et commençai à taper un message codé, une liste de dates et de mots-clés, vacances Grèce 2022, cheville, Noël 2021, porte-cave, anniversaire maman 2023, allergie. C'était la chronique de mes accidents passés, une assurance vie numérique au cas où ma mémoire me ferait défaut. Le docteur Dubois m'observait, fasciné. « Vous êtes très courageuse, Chloé. » C'est à ce moment que 2 policiers entrèrent, suivis de près par mes parents qui protestaient. L'un d'eux, un homme d'une 50aine d'années au visage las, se présenta comme l'inspecteur Lemoine. « Procédure standard pour des blessures de cette nature », annonça-t-il d'un ton monocorde.
Il commença à me poser des questions, et je répétais mon histoire, plus forte cette fois. Mon père intervint, furieux. Inspecteur, c'est ridicule. Notre fille est en état de choc, elle divague. Sa sœur est dévastée. L'inspecteur Lemoine leva une main pour l'interrompre, son téléphone portable collé à l'oreille. Il écoutait, son expression changeant subtilement. Il fronça les sourcils. Oui. D'accord. Très bien. Envoyez-la-moi. Il raccrocha et son regard balaya ma famille. Un long silence s'installa. Il y a un développement intéressant, dit-il lentement, ses yeux se fixant sur Amandine. Le syndic de votre immeuble vient de confirmer une information au commissariat. Une nouvelle caméra de surveillance a été installée le mois dernier, suite à une série de vols dans le quartier. Il marqua une pause, laissant ces mots infusés dans l'air stérile de l'hôpital. Et il se trouve qu'elle couvre précisément l'escalier de service. Du 6e étage jusqu'au rez-de-chaussée. Le temps sembla s'arrêter. Le visage de ma mère se figea, son teint devenant cireux. Mon père devint livide, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans qu'un son n'en sorte. Mais c'est le visage d'Amandine qui fut le plus révélateur. Toute couleur le quitta. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur pure et non feinte. Le grain de sable venait de gripper la mécanique parfaite de son mensonge. La caméra avait tout vu. L'atmosphère dans la petite salle de repos des urgences était électrique. L'inspecteur Lemoine tenait une tablette entre ses mains, l'écran tourné vers lui. Mes parents avaient insisté pour être présents, convaincus qu'il s'agissait d'un malentendu grotesque. Amandine se tenait un peu en retrait, rigide comme une statue, son visage un masque impénétrable. Le docteur Dubois était là aussi, à mes côtés, sa présence une encre silencieuse dans la tempête. « Je vais lancer la vidéo », annonça l'inspecteur d'une voix neutre. « Les images sont claires. » Il tourna la tablette. L'écran montrait une vue plongeante de notre cage d'escalier, en noir et blanc, mais d'une netteté effrayante. On nous voyait, Amandine et moi, entrer dans le champ de la caméra. Le son était faible, mais on pouvait distinguer le ton agressif de ma sœur. On voyait ses gestes, sa main qui agrippait mon bras. On voyait ma tentative de m'échapper. Puis vint la scène principale. La séquence était encore plus brutale que dans mon souvenir. Il n'y avait aucune ambiguïté. On voyait Amandine me faire pivoter, sa jambe qui se tendait pour me faucher, mon corps qui basculait dans le vide. La violence de l'acte était crue, indéniable. La vidéo continua, montrant ma chute interminable, puis Amandine, seule en haut des marches, observant le résultat. On voyait clairement cette seconde de triomphe sur son visage avant qu'elle ne le compose en un masque de panique et ne se mette à crier. Le silence dans la pièce était total, assourdissant. Il fut brisé par un son étranglé venant de ma mère. Non. Ce n'est pas possible. C'est un montage, balbutia-t-elle, sa main cherchant celle de mon père. Mon père, lui, était sans voix. Il fixait l'écran, le visage décomposé par une horreur qui semblait enfin sincère. Le monde qu'il avait construit, basé sur des apparences et des certitudes, venait de s'effondrer sous ses yeux. L'inspecteur Lemoine arrêta la vidéo. Il se tourna lentement vers Amandine, son regard dur comme du granit. « Mademoiselle, dit-il, sa voix ne laissant place à aucune discussion. Compte tenu de la nature des faits, de la violence de l'acte et de ce qui s'apparente à une préméditation, je vous place en garde à vue. Vous avez le droit de garder le silence et de contacter un avocat. » Amandine ne réagit pas tout de suite. Elle semblait pétrifiée. Puis, comme si les fils qui la maintenaient droite venaient de lâcher, elle s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains, secouée non pas de sanglots, mais de tremblements incontrôlables. Pendant que le chaos se déchaînait, que mes parents tentaient de protester faiblement et qu'un autre policier entrait pour escorter ma sœur, je sentis une nouvelle force monter en moi. Ce n'était plus seulement de la détermination, c'était une forme de lucidité froide. Je n'étais plus la victime passive. J'étais la plaignante. Je me tournai vers le docteur Dubois. « Docteur, mon grand-père parlait souvent d'une avocate. Il disait qu'elle était un pitbull, qu'elle ne lâchait jamais rien. Maître Valérie Lefebvre. Pensez-vous qu'on puisse la contacter ?» Le docteur Dubois me sourit, un vrai sourire cette fois, plein d'admiration.
Je pense que c'est une excellente idée. Je m'en occupe. Maître Lefebvre arriva moins d'une heure plus tard. C'était une femme petite mais énergique, la cinquantaine, avec des cheveux gris coupés courts et un regard d'une intelligence redoutable. Je lui montrai mon carnet avec le croquis, ma note codée sur mon téléphone. Je lui racontai tout, sans omettre un détail. Elle m'écouta avec une concentration intense. Vous avez eu les bons réflexes, Chloé. C'est impressionnant. Elle se tourna vers l'inspecteur. Maître Lefebvre. Je représente mademoiselle Chloé. À partir de maintenant, toute communication passera par moi. J'interdis formellement à ses parents de l'approcher. Et je souhaite déposer une plainte officielle pour tentative d'homicide. Sa voix était tranchante comme une lame. Mes parents, qui attendaient dans le couloir, tentèrent de s'approcher. Maître Lefebvre leur barra le passage. Votre fille a besoin de repos. Et de protection. Surtout contre vous. Le lendemain, alors que j'étais transféré dans une chambre normale, Maître Lefebvre revint me voir. J'ai fait une petite visite ce matin, dit-elle avec un léger sourire. Je suis allée prendre un café avec une certaine Madame Rossi. Mon cœur sursauta. La concierge. C'est une femme remarquable, continua l'avocate. Au début, elle était méfiante. Puis je lui ai parlé de vous, de votre courage. Et elle a commencé à parler. Elle a tout vu, Chloé. Pas seulement hier. Elle a vu les petites humiliations, les bousculades accidentelles, dans le hall, entendu les mots méchants d'Amandine quand elle vous croyait seule. Elle a même vu Amandine saboter le pot de fleurs sur votre balcon une fois. Elle a accepté de faire une déposition complète. Elle a dit, cette petite, elle a assez souffert. C'est l'heure que la justice s'en mêle. Les larmes me montèrent aux yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude. Je n'étais plus seule. J'avais une médecin qui me croyait, une avocate qui se battait pour moi, et une concierge corse qui était devenue mon improbable ange gardien. La machine judiciaire était en marche, et la vérité, aussi laide soit-elle, était enfin en train de sortir de l'ombre. La garde à vue d'Amandine fut un choc sismique dans le petit monde feutré de mes parents. Mais après la stupeur initiale, la machine familiale se remit en marche, non pas pour chercher la vérité, mais pour protéger les apparences. Grâce à un avocat hors de prix, Amandine fut libérée sous caution après 48 heures, avec interdiction de m'approcher. Libre, mais pas inactive. La guerre venait de changer de front. Elle n'était plus physique, mais psychologique. Avec l'aide de sa meilleure amie, Sophie, une créature aussi venimeuse qu'elle, Amandine lança une campagne de dénigrement d'une efficacité redoutable. Les appels commencèrent à pleuvoir sur les téléphones de la famille élargie, des oncles, des tantes, des cousins. Le récit était toujours le même, savamment distillé. Chloé, la pauvre Chloé, était devenue instable. Fragilisée par la mort de son grand-père, consumée par la jalousie envers la réussite de sa sœur, elle avait fait une crise. Elle s'était jetée dans les escaliers dans un acte théâtral et désespéré, et maintenant, dans son délire, elle accusait Amandine pour attirer l'attention. C'était diabolique et terriblement efficace. Certains membres de la famille, ceux qui avaient toujours considéré ma sensibilité comme une faiblesse, gobaient l'histoire sans sourciller. Je recevais des messages, des appels me suppliant de revenir à la raison, de ne pas détruire la famille pour un caprice. C'était un véritable lynchage psychologique, orchestré depuis le luxueux appartement de Sophie dans le Marais. Isolée dans ma chambre d'hôpital, je me sentais sombrer. Maître Lefebvre m'avait interdit de répondre, mais chaque message non lu était comme une petite piqûre de poison. C'est un soir, alors que le désespoir me gagnait, que je reçus un email d'une adresse que je ne connaissais pas. L'objet était simple, voisin du 5e. Mon cœur s'accéléra. Je l'ouvris. Bonjour Chloé, je m'appelle Julien. Je suis votre voisin de palier. J'ai été interrogé par la police et je leur ai dit ce que j'avais vu. Mais il y a plus. Je travaille dans la cybersécurité, et disons que je suis un peu paranoïaque. J'ai une copie de tous les enregistrements de la caméra de surveillance depuis son installation. Je ne sais pas si ça peut t'aider, mais je les garde en sécurité. Votre famille a toujours été bruyante. Surtout votre sœur. Bon courage. Julien. Une lueur d'espoir.
Un allié inattendu. Je montrai immédiatement l'email à Maître Lefebvre lors de sa visite du lendemain. Ses yeux s'illuminèrent. C'est une mine d'or, dit-elle. Chloé, réfléchissez. Y a-t-il eu d'autres incidents, même mineurs, depuis l'installation de cette caméra il y a un mois? Je fermai les yeux, fouillant dans ma mémoire. Et soudain, une image me revint. Oui. Noël. On est descendu à la cave chercher du champagne. Elle a prétendu trébucher et a fait tomber une caisse de vin juste devant moi. J'ai dû sauter en arrière pour ne pas être blessé. Sur le coup, j'ai cru à un accident. Parfait, dit Maître Lefebvre. Demandez à votre voisin de vérifier les enregistrements de la veille de Noël, aux alentours de 19h. Je répondis à Julien, lui transmettant la requête. Sa réponse arriva 1 heure plus tard. Trouvé. C'est incroyable. On la voit clairement regarder autour d'elle pour s'assurer que personne ne regarde, puis pousser la caisse du pied délibérément. Je vous envoie le fichier. Au fait, poussé par la curiosité et par une aversion profonde pour l'arrogance de votre famille, désolé, mais c'est vrai, j'ai jeté un œil aux réseaux sociaux de votre sœur. Son compte est privé, mais celui de son amie Sophie ne l'est pas. Les photos qu'elle poste sont intéressantes. Des voyages à Dubaï, des sacs à main à 5 chiffres, des soirées dans des palaces. Ça ne colle pas avec le salaire d'une jeune tradeuse, même brillante. Il y a quelque chose qui cloche. Julien n'était pas seulement un allié, il était un enquêteur. Poussé par un sens de la justice et une aversion pour les privilèges arrogants, il me fournissait des munitions que je n'aurais jamais pu obtenir seul. Je lui transmis les informations sur les accidents passés, ma note codée. Il se mit au travail, cherchant des correspondances, des traces numériques. Pendant ce temps, Maître Lefebvre utilisait la nouvelle vidéo de la cave. Elle la joignit au dossier, prouvant que l'agression dans l'escalier n'était pas un acte isolé, mais l'aboutissement d'un harcèlement répété et prémédité. La contre-attaque était lancée. Grâce à ce voisin que je n'avais fait que croiser dans l'ascenseur, l'étau se resserrait autour d'Amandine. Elle pensait m'avoir isolé, mais elle ignorait que dans l'ombre, une petite équipe improbable était en train de déconstruire son empire de mensonges, un fichier vidéo et un post Instagram à la fois. La guerre n'était pas finie, mais pour la première fois, j'avais l'impression de ne plus être sur la défensive. J'attaquais. Ma sortie de l'hôpital fut discrète. Maître Lefebvre avait tout arrangé pour que je puisse m'installer temporairement chez une vieille amie des Beaux-Arts, loin de l'atmosphère toxique de l'appartement familial. C'est là, dans ce petit studio d'artiste bohème du 11e arrondissement, que la pièce suivante du puzzle se mit en place. Maître Lefebvre m'avait convoqué à son cabinet, rue de Rivoli. L'ambiance était sérieuse. Elle avait étalé plusieurs documents sur son bureau en acajou. Chloé, les informations de votre voisin Julien sur le train de vie de votre sœur nous ont mis sur une piste, commença-t-elle. J'ai demandé à un de mes contacts, un expert comptable très doué, de creuser un peu. Ce que nous avons trouvé est pire que ce que nous imaginions. Elle me tendit une feuille. C'était un relevé de dettes. Amandine n'était pas seulement dépensière. Elle était criblée de dettes. Des prêts à la consommation, des crédits revolving avec des taux d'intérêt exorbitants, des retards de paiement sur sa carte American Express. Au total, elle devait plus de 150 000 €. Son salaire est confortable, mais pas assez pour couvrir un tel train de vie, expliqua l'avocate. Elle vivait à crédit, dans une fuite en avant perpétuelle pour maintenir les apparences. Mais ce n'est pas tout. Elle sortit un autre document. Un contrat de prêt sous seng privé. La plus grosse de ses dettes, 200 000 €, n'est pas due à une banque. Elle est due à votre oncle. Bernard. Oncle Bernard. Le frère de mon père. Un homme d'affaires à la réputation sulfureuse, toujours souriant en public mais dont les yeux ne souriaient jamais. Le choc me coupa le souffle. L'accord était simple, continua Maître Lefebvre. Bernard lui a prêté l'argent pour l'aider à s'installer. En réalité, c'était pour couvrir ses pertes sur des investissements risqués. Le remboursement devait se faire en une seule fois, dès qu'elle aurait hérité de l'appartement de votre grand-père et l'aurait vendu. Elle était tellement sûre que l'appartement lui reviendrait qu'elle a signé sans hésiter. Tout s'éclaira d'un coup. La panique, la fureur, la violence.
Ce n'était pas seulement de la jalousie. C'était le piège qui se refermait sur elle. Le testament de grand-père n'avait pas seulement ruiné ses espoirs, il l'avait mise face à un créancier bien plus dangereux qu'une banque, son propre oncle. L'agression n'était pas qu'un acte de rage, conclut maître Lefebvre. C'était une tentative désespérée de vous neutraliser. De vous faire passer pour folle, de vous intimider pour que vous renonciez à l'héritage, ou pire. Votre oncle Bernard avait tout autant intérêt que votre sœur à ce que vous disparaissiez du tableau. Le lendemain, alors que je retournais à l'hôpital pour un suivi médical, le complot prit un visage bien réel. Alors que j'attendais dans le couloir, je vis une silhouette familière s'approcher. Oncle Bernard. Il portait un costume cher et un sourire carnassier. Il s'assit à côté de moi. « Chloé, ma petite », commença-t-il d'une voix faussement paternelle. « Quelle terrible histoire. Je suis venu te dire que toute la famille pense à toi. » Je ne répondis pas. « Écoute », continua-t-il en baissant la voix. « Ta sœur a fait une bêtise. Une grosse bêtise. Elle est jeune, impulsive. Mais c'est ta sœur. Détruire sa vie, et par la même occasion la réputation de notre famille, ce serait dommage. » Il se pencha vers moi, son eau de Cologne envahissant mon espace personnel. Parfois, dans la vie, il faut savoir être raisonnable. Penser au bien de tous. Un arrangement est toujours possible. Si tu retirais ta plainte, tout pourrait rentrer dans l'ordre. Pense Y. Pour le bien de la famille. C'était une menace à peine voilée. Mon sang se glaça. Mais la Chloé effrayée avait laissé place à une autre. Discrètement, j'avais activé l'enregistreur vocal de mon téléphone dans la poche de ma veste. Je le regardais droit dans les yeux. Mon bien à moi, oncle Bernard, tu y as pensé? Ou seulement au tien et à celui de ta débitrice? Son sourire s'effaça. Un éclair de fureur passa dans ses yeux. Il comprit que je savais. Il se leva brusquement. Fais comme tu veux. Mais ne viens pas pleurer quand tu te retrouveras toute seule. Il partit d'un pas sec. Je respirais profondément, mon cœur battant la chamade. J'avais l'enregistrement. La preuve de la pression, de la menace. Dès que je sortis de l'hôpital, je filai au cabinet de maître Lefebvre. Elle écouta l'enregistrement, un sourire satisfait aux lèvres. Magnifique, dit-elle. Il vient de commettre une erreur monumentale. Subornation de témoins. C'est un délit pénal. Non seulement nous avons le mobile financier, mais nous avons maintenant la preuve de leur tentative de couvrir l'affaire. Ils sont finis, Chloé. Ils sont absolument finis. Quelques jours après ma confrontation avec l'oncle Bernard, alors que je commençais à peine à trouver un semblant de routine dans le petit appartement de mon ami, je reçus un appel d'un numéro inconnu. D'habitude, je n'aurais pas répondu, mais une intuition me poussa à le faire. « Allô, mademoiselle Chloé ?» La voix était celle d'un homme âgé, chaude et posé, avec un léger accent du sud-ouest. « C'est Antoine Dubois à l'appareil. J'étais le meilleur ami de votre grand-père, Marcel. » Mon cœur fit un bond. Je connaissais ce nom. Grand-père parlait souvent de lui, de leurs 400 coups dans leur jeunesse, de leur amitié indéfectible. « Monsieur Dubois, bonjour, répondis-je, surprise. Appelez-moi Antoine, mon enfant. Marcel ne m'a jamais appelé autrement. J'ai appris ce qui vous est arrivé. C'est une abomination. J'aurais dû vous appeler plus tôt, mais je voulais attendre que la poussière retombe un peu. Marcel m'aurait tué s'il savait que je vous avais laissé seul. » Sa voix était si pleine de bienveillance sincère que les larmes me montèrent aux yeux. « J'aimerais vous voir, si vous êtes d'accord, » continua-t-il. « Je dois vous remettre quelque chose. Quelque chose que Marcel m'a confié pour vous. » Nous nous donnâmes rendez-vous le lendemain dans un petit café près du jardin du Luxembourg. Antoine Dubois était exactement comme je l'avais imaginé, un homme élégant de 80 ans, avec des yeux bleus pétillants d'intelligence et de gentillesse. Il se leva à mon arrivée et me prit les mains. « Vous avez ces yeux, dit-il doucement. Les mêmes yeux qui voient au-delà des apparences. » Il commanda 2 chocolats chauds et nous parlâmes. Il ne me posa pas de questions sur l'agression, comme s'il savait que je n'avais pas besoin d'en parler. À la place, il me parla de mon grand-père.
Il me raconta des anecdotes de leur jeunesse, la passion de Marcel pour les livres rares, son mépris pour la superficialité, son amour immense et discret pour moi. Il s'inquiétait beaucoup pour vous, Chloé, dit Antoine. Il voyait bien le jeu de votre famille. Il voyait comment vos parents nourrissaient la jalousie d'Amandine, comment ils vous mettaient de côté. Il appelait ça le culte du veau d'or. Ça le rendait malade. Puis, il glissa sa main dans la poche intérieure de sa veste et en sortit une vieille enveloppe en papier craft, jaunie par le temps. Mon nom y était écrit de la main de mon grand-père. Il m'a donné ça il y a 1 an, expliqua Antoine. Il m'a dit, Antoine, si jamais les choses tournent vraiment mal pour ma petite Chloé après ma mort, donne-lui ça. Elle saura quoi en faire. Je crois que le moment est venu. Mes mains tremblaient en prenant l'enveloppe. Je l'ouvris. À l'intérieur, une seule feuille de papier, pliée en 4. C'était une lettre. Ma Chloé chérie. Si tu lis ces mots, c'est que mes pires craintes se sont réalisées et que le nid de vipères que j'ai laissé derrière moi a montré ses crocs. Pardonne à ce vieil homme de ne pas avoir eu le courage de faire le ménage de son vivant. Je veux que tu saches une chose. Ma décision concernant l'appartement n'est pas un caprice, ni une punition envers ta sœur. C'est un acte de protection. J'ai vu la noirceur et la jalousie grandir en Amandine, nourrie par la vanité et la superficialité de tes parents. Et je t'ai vu, toi, ma petite artiste, mon esprit libre, te recroqueviller pour ne pas faire de vagues, pour ne pas déranger leur petit théâtre bourgeois. Cet appartement n'est pas une cage dorée, ma Chloé. C'est une clé. C'est ta liberté. C'est un endroit où tu pourras peindre jusqu'à l'aube sans que personne ne te juge. C'est un rempart contre leur monde matérialiste. C'est la preuve que quelqu'un, au moins, a vu qui tu étais vraiment, non pas la fragile, mais la plus forte de tous, car ton royaume à toi n'est pas de ce monde. Ne les laisse jamais te faire croire que tu es le problème. Tu es la solution. Vis, crée, aime. Sois scandaleusement heureuse. C'est le plus bel hommage que tu puisses me rendre. Ton grand-père qui t'aime, Marcel. Je lus la lettre, puis la relus, les larmes coulant sans retenue sur mes joues. Chaque mot était un baume sur mes blessures. Ce n'était pas moi. Je n'étais pas folle. Il avait tout vu. Cette lettre n'était pas une simple explication, c'était une validation. C'était la voix de la seule personne dont l'opinion avait jamais compté, me disant que j'avais le droit d'exister, le droit d'être moi-même. Antoine me laissa pleurer, posant simplement sa main sur la mienne. Il devint, à partir de ce jour, mon grand-père de substitution, mon mentor, le gardien de ma mémoire et de mon avenir. La lettre de Marcel ne m'avait pas seulement donné un appartement, elle m'avait rendu ma propre histoire, ma propre valeur. La force que je cherchais n'était pas à conquérir, elle était déjà en moi, transmise par un vieil homme qui m'avait aimé pour ce que j'étais. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon judiciaire. Forte d'épreuves accumulées, la vidéo de l'agression, celle de la cave, le témoignage de Madame Rossi, le mobile financier, l'enregistrement de la menace de l'oncle Bernard Maître Lefebvre avaient construit un dossier en béton armé. La nouvelle de l'inculpation d'Amandine pour tentative d'homicide et de celle de Bernard pour subornation de témoins et complicité ne pouvait rester confinée dans les cercles familiaux. Un matin, le scandale éclata au grand jour, non pas dans un tabloïd, mais en page « Société » du Figaro. L'article, sobre et factuel, détaillait l'affaire de l'héritage empoisonné dans le 16e, parlant d'une querelle familiale d'une violence inouïe sur fond de jalousie et de dette. Pour mes parents, ce fut le coup de grâce. Leur nom, leur réputation, tout ce pourquoi ils avaient vécu, était désormais associé à un fait divers sordide. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner, mais ce n'était plus des appels de soutien. C'était la curée. Leurs amis s'éloignaient, leurs relations d'affaires devenaient distantes. Ils étaient devenus des parias dans leur propre monde, victimes de ce qu'ils craignaient le plus, le jugement des autres. Face à l'avalanche de preuves, la stratégie de défense d'Amandine s'effondra. Pour éviter un procès public qui aurait été encore plus dévastateur, son avocat lui conseilla de plaider coupable sur les chefs d'accusation les plus graves. Le verdict tomba, 5 ans de prison, dont 3 fermes, avec une obligation de suivi psychologique à sa sortie. Oncle Bernard, lui, écopa d'une peine avec sursis et d'une amende colossale qui acheva de ruiner ses affaires.
La justice avait fait son travail. Pendant ce temps, je commençais ma propre reconstruction. L'appartement de grand-père était enfin à moi. Les premiers jours, y entrer était une épreuve. Chaque pièce était chargée de souvenirs, bons et mauvais. Avec l'aide d'Antoine et de mon ami, je commençais le long processus de me réapproprier les lieux. Nous avons vidé, trié, repeint. J'ai transformé la plus grande chambre, celle qui avait la plus belle lumière, en mon atelier. Mes parents, eux, tentaient désespérément de reprendre contact. Ils m'envoyaient des messages, des emails, oscillant entre des excuses maladroites et des reproches à peine voilés sur la honte que j'avais jetée sur la famille. Je ne répondais pas. Le silence était ma seule arme, ma seule protection. Finalement, un mois après le verdict, je décidai qu'il était temps pour une confrontation finale. Pas pour eux, mais pour moi. Pour clore le chapitre. Je leur envoyai un court message, « Soyez à l'appartement demain à 14 heures. J'ai quelque chose à vous donner. » Après ça, je change les serrures. Ils arrivèrent à l'heure, l'air hagard, vieilli de 10 ans. Ils regardèrent l'appartement transformé, les murs blancs, les toiles qui commençaient à s'accumuler, avec un air de confusion. Je ne les ai pas invités à s'asseoir. Je me tenais au milieu du salon, droite et calme. Je ne vous ai pas fait venir pour entendre des excuses, commençai-je d'une voix posée, une voix que je ne me connaissais pas, parce que vos excuses ne sont pas pour moi. Elles sont pour vous, pour soulager votre conscience. Ma mère ouvrit la bouche pour protester, mais je levai la main. Non. C'est mon tour de parler. Pendant 23 ans, j'ai vécu dans l'ombre de votre déception. J'ai essayé d'être invisible pour ne pas déranger. J'ai excusé l'inexcusable. J'ai accepté la cruauté de ma sœur parce que vous m'aviez convaincu que c'était moi le problème. C'est fini. Je m'approchai d'une grande boîte en carton que j'avais préparée. Je ne veux pas de votre argent. Je ne veux pas de votre pitié. Je veux juste que vous partiez. Que vous me laissiez vivre ma vie. Une relation, ce n'est pas un dû. Ça se mérite. Et vous n'avez rien fait pour mériter la mienne. Peut-être qu'un jour, si vous faites un vrai travail sur vous-même, si vous comprenez vraiment le mal que vous avez fait, nous pourrons nous reparler. Mais ce jour n'est pas aujourd'hui. Je poussai la boîte vers eux. À l'intérieur, j'avais rassemblé tous les vestiges de mon enfance, mes photos de classe, mes bulletins de notes, les quelques cadeaux qu'ils m'avaient faits, les bijoux de famille. Je vous rends mon passé, dis-je doucement. Je n'en ai plus besoin. Je vais me construire le mien. Mon père me regarda, les yeux pleins de larmes. Pour la première fois, je crois qu'il comprenait. Ma mère, elle, était encore dans le déni, le visage tordu par l'incompréhension et la colère. Je leur ouvris la porte. Maintenant, partez. Ils prirent la boîte et sortirent sans un mot de plus. En refermant la porte derrière eux, je ne ressentis ni tristesse, ni colère. Juste un profond soulagement. J'étais libre. Le serrurier arrivait dans 1 heure. 1 an. 1 an s'était écoulé depuis que la porte de l'appartement s'était refermée sur mes parents. 12 mois de silence, de thérapie, de peinture et de reconstruction lente et patiente. L'appartement de grand-père n'était plus un héritage, c'était devenu mon refuge, mon sanctuaire. Les murs blancs étaient maintenant couverts de mes toiles, des explosions de couleurs et d'émotions qui racontaient mon histoire sans avoir besoin de mots. Mon atelier était baigné de lumière, et l'odeur de la peinture à l'huile avait remplacé le parfum ranci des secrets de famille. J'avais reçu quelques lettres d'Amandine, envoyées de sa prison. J'en avais lu une. L'écriture était appliquée, presque enfantine. Les mots étaient maladroits, un mélange de jargon thérapeutique et de regrets qui semblait sincère, mais lointain. Elle parlait de sa personnalité narcissique, de son besoin de validation, de la jalousie qu'il avait consumée. C'était comme lire le rapport d'une étrangère sur une autre étrangère. Je n'avais pas répondu. La Chloé qu'elle avait connue n'existait plus, et je n'étais pas encore prête à lui présenter la nouvelle. Le pardon, j'apprenais, n'était pas un interrupteur qu'on pouvait actionner. C'était un chemin, et je n'en étais qu'au début. Ce soir-là, je n'étais pas seule. Autour de la grande table en bois de la salle à manger, il y avait ma nouvelle famille. La famille que j'avais choisie. Il y avait le docteur Hélène Dubois,
devenue une amie précieuse, qui m'avait appris que la force et la bienveillance n'étaient pas incompatibles. Il y avait Julien, mon voisin et sauveur informatique, avec son humour pince sans rire et sa loyauté à toute épreuve. Il y avait Antoine, mon grand-père de cœur, qui m'abreuvait d'histoire et de sagesse. Et il y avait même Maître Lefebvre, qui avait accepté mon invitation, son regard de pitbull adouci par un verre de bon vin. Nous rions, nous parlions de tout et de rien, d'art, de politique, des derniers potins du quartier. Il n'y avait pas de faux-semblants, pas de tension sous-jacente. Juste la chaleur simple et réconfortante de la camaraderie. En les regardant, je réalisais que la plus grande richesse que mon grand-père m'avait laissée n'était pas les murs de cet appartement, mais la chance de pouvoir les remplir de gens qui m'aimaient pour qui j'étais. Après leur départ, je fis la vaisselle en écoutant du jazz à la radio. La nuit parisienne scintillait par la fenêtre. Un sentiment de paix profonde m'envahit. Une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Je traversai le salon et entrai dans mon atelier. Au centre de la pièce, sur un grand chevalet, se tenait une toile immense, parfaitement blanche. Elle était là depuis des semaines. Je n'avais pas osé la toucher, attendant le bon moment, la bonne inspiration. Ce soir, je savais que le moment était venu. Je pris une profonde inspiration, sentant l'odeur familière de la térébenthine et du lin. Je saisis un fusain. Ma main ne tremblait pas. Je me tins devant la toile, ce vide infini de possibilités. Ce n'était pas une page blanche angoissante, mais une promesse. La promesse d'un avenir que j'écrirais moi-même. Je levai le bras. Le fusain toucha la surface rugueuse. Et je commençai à dessiner. Pas une scène de douleur, pas un souvenir de trahison. Je dessinais une courbe. Une ligne ascendante, pleine d'énergie et d'espoir. Le début d'une forme, d'une idée, d'une nouvelle vie. La caméra de surveillance avait tout enregistré, c'est vrai. Elle avait enregistré ma chute. Mais ce qu'elle n'avait pas pu voir, ce que personne n'aurait pu deviner ce jour-là, c'est qu'en touchant le fond de cet escalier en marbre, je n'avais pas seulement trouvé la douleur. J'avais trouvé la force de me relever. Et de commencer à peindre mon propre chef-d'œuvre.